Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de webinaires de cette année. C'est un plaisir encore de vous voir tous connectés. On est un petit peu, bon, il est 10h01, mais je vois que sur le téléphone, on a encore des personnes qui rentrent au fur et à mesure enfin, qui nous rejoignent. Donc, je vous propose d'attendre encore quelques minutes, hein, comme d'habitude. Je vais combler un petit peu. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire pour combler un peu? Donc ouais, aujourd'hui, on va parler surtout euh, de la modélisation hydraulique. L'année dernière, il y a un mois, on avait parlé beaucoup des modèles numériques 1D, 2D. On avait comparé aussi avec le 3D. On avait mis en avant les forces et les limites de chaque modèle. Et en synthèse, on avait essayé de proposer quelques critères pour pouvoir départager quel modèle choisir entre chaque méthode. Aujourd'hui, on va parler principalement du modèle physique, donc de l'expérience en laboratoire, entre guillemets. On voit ici une vidéo sur la gauche de la diapositive, par exemple, une comparaison avec aussi le modèle CFD. Et donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de montrer encore une fois les forces, les limites de chaque modèle, comment faire pour utiliser un modèle physique, et on va pouvoir essayer de voir aussi comment en faire en sorte, pardon, que la CFD puisse devenir un laboratoire infiniment flexible, qui est le nom finalement de ce webinaire. Euh, ça continue de, ça continue d'arriver encore. Euh, donc, peut-être pour continuer de meubler un peu, je peux rappeler que ici, on va parler uniquement en français, mais en simultané, on a mon collègue Filippo avec Viviana qui nous a rejoint il y a quelques mois maintenant, qui sont en train de faire le même webinaire avec les mêmes slides, mais en version italienne. Donc, c'est un petit peu notre particularité. On va essayer voilà, de faire plaisir à nos deux publics, public français, public italien. 10h03, je vois qu'on est déjà quelques-uns connectés. On va pouvoir commencer tranquillement et puis les autres nous rejoindront par la suite. Donc, comme je disais, hop, ça commence. Comme je disais, webinaire sur la modélisation physique et la CFD. Première partie, déjà, avant que j'oublie, on a encore une fois mis en place la zone Q&A où vous pouvez poser vos questions, en tout cas faire passer un message. Euh, les messages, je ne les vois pas en direct. J'essaie d'être un peu plus concentré pour regarder mon fil conducteur. Mais par contre, à la fin, si on a un petit peu de temps, on essaiera de passer un peu au travers de toutes les questions. Et comme la dernière fois, j'avais eu quelques questions, j'étais revenu par mail en contactant les participants. Bon, donc en tout ça pour dire qu'il y a la zone Q&A, vous avez la petite icône en haut et vous pouvez écrire votre message ensuite sur la droite de l'écran. Donc on peut commencer. Donc qu'est-ce qu'un modèle physique? Déjà, on va d'abord présenter un peu les deux modèles, modèle physique et ensuite CFD. Première partie sur le modèle physique. Si on résume un peu et qu'on reste un petit peu général, le modèle physique, c'est une représentation expérimentale d'un système hydraulique, d'une maquette, entre guillemets, qui est réalisé, le système hydraulique en laboratoire ou dans un centre d'essai. Je sais qu'on a, je ne vais peut-être pas pouvoir les citer, mais plusieurs grands laboratoires français, grands acteurs de l'hydraulique français qui ont chacun leur laboratoire en France. En général, c'est un modèle réduit. L'idée étant de modéliser, par exemple, un barrage. On va difficilement pouvoir réaliser une maquette du barrage à l'échelle 1. Donc, oui, modèle réduit en général. Et l'objectif premier, c'est de pouvoir étudier le comportement du fluide dans des conditions contrôlées, de pouvoir comprendre, optimiser la construction, tester éventuellement différentes configurations avant la construction à l'échelle réelle. Donc, comme j'ai dit, voilà, quelques présentations rapides du modèle physique. Comment utiliser le modèle physique? Alors, il y a quelques astuces, on va dire, à respecter, quelques règles en général, en tout cas, au moins à connaître. Déjà, il faut respecter les facteurs d'échelle. On va pouvoir développer un petit peu cette partie un peu plus loin. Également, il peut être possible de distordre le modèle, d'appliquer une distorsion en tout cas au modèle. Ça, c'est surtout utile quand les échelles horizontales, donc X, Y, ici, vont être bien supérieures à l'échelle verticale.
C'est quelque chose qui est utilisé de manière assez courante. Et aussi et surtout, les conditions hydrauliques doivent satisfaire, pardon, les lois de similarité. J'en ai noté deux, il y en a d'autres. J'ai noté les deux principales. La première, la similarité de Froude, qui est à mon sens la plus courante, je pense. C'est celle qu'on va utiliser surtout quand les forces de gravité vont être prédominantes. Et également, il y a la similarité de Reynolds qui est assez couramment utilisée. Ça va dépendre un peu de votre cas. Celle-là, la similarité de Reynolds, ça va être utilisée principalement lorsque les forces de viscosité vont être particulièrement importantes. Euh, un exemple pour la similarité de Reynolds, et après je développerai pas beaucoup plus, mais c'est si on a une maquette avec un bateau et qu'on veut recueillir les forces sur les coques, etc. Dans ce cas-là, les forces de viscosité vont être plus intéressantes, plus importantes que les forces de gravité et des poussées d'Archimède. J'ai rappelé également les définitions de ces deux nombres, nombre de Froude et nombre de Reynolds sur la droite de la diapo. Et puis on va pouvoir dès maintenant, parler un petit peu plus de la similarité de Froude, comme je l'ai dit, c'est peut-être la similarité qui est la plus utilisée, en tout cas dans la modélisation hydraulique, lorsqu'on pense aux barrages, aux déversoirs, aux maquettes, en tout cas de ces systèmes hydrauliques. La similarité de Froude, en gros, pour faire simple, c'est l'équilibre entre les forces d'inertie et les gravités, et les forces de gravité du modèle et de la réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les ratios, entre guillemets, doivent être égaux, doivent être similaires. C'est-à-dire que les échelles de temps entre le modèle réduit, donc l'indice petit m sur la diapo, et les échelles de temps dans le modèle réel avec l'indice petit r vont être, enfin le rapport entre ces deux temps, pardon, va être égal au rapport des vitesses et ça va être égal, ça va être proportionnel en tout cas au rapport des longueurs géométriques. Euh, Ceci, c'est surtout pour être sûr que ce qu'on applique comme débit d'entrée, comme vitesse d'entrée, va être similaire lorsqu'on extrapole, entre guillemets, sur l'échelle, sur le modèle réel, on va obtenir des vitesses qui sont similaires, les conditions d'écoulement, en tout cas, qui sont égales. Euh, donc voilà, similarité de Froude pour avoir les mêmes équilibres entre les forces dans le modèle. Petit point également sur les avantages et limites. Les modèles physiques actuellement sont toujours très utilisés. Je l'ai déjà dit un peu en intro, mais on a de grands laboratoires français qui continuent d'utiliser principalement ces modèles physiques. Effectivement, ça comporte quelques avantages. D'une part, les conditions expérimentales sont bien contrôlées. Enfin, l'ingénieur ou l'équipe d'ingénieurs peut définir voilà, les débits, les vitesses d'entrée, les forces en jeu, etc., les maquettes. Les conditions voilà, sont bien contrôlées. Également, c'est un outil de communication qui est efficace. On a des fois l'adage qui revient, je ne crois que ce que je vois. Effectivement, avoir une maquette avec de l'eau qui bouge en face de nous, c'est peut-être plus parlant, en tout cas un peu plus efficace d'un point de vue communication que juste un graphique, que juste une image ou que juste une vidéo sur ordinateur. Euh, Également, c'est une représentation naturelle de phénomènes complexes. En fait, voilà, on donne les vitesses un peu d'entrée, on fait rentrer l'eau dans la maquette et après, c'est la gravité qui fait le reste. On observe juste ce qui se passe en face de nous. Quelques limites tout de même. On a les effets d'échelle qui sont présents. Il y a des méthodes pour les compenser. Euh, pour les supprimer, c'est honnêtement assez difficile, voire impossible dans certains cas. On peut uniquement les compenser. Donc voilà, les effets d'échelle vont être vont être présents. Et également les effets de laboratoire, les erreurs liées aussi aux mesures, les incertitudes en fait, surtout. Je prends l'exemple notamment avec les effets d'échelle. Si on a un lido qui fait 1 centimètre de hauteur, parce qu'on a une maquette qui est assez grande, on respecte les similarités de Froude, etc. Et on a voilà, un lido qui est d'1 centimètre. Si en mesurant la hauteur d'eau, par exemple, on se trompe d'1 millimètre, finalement, on s'est déjà trompé de 10%. Donc l'écart est déjà de 10%. Si on extrapole après sur le modèle réel, bon, bah, les 10% vont être assez grands. Euh, donc oui, attention un peu à ça. Également, effet de laboratoire, j'y pense maintenant. On
on va pouvoir placer des sondes à différents endroits, mais on va être assez limité sur pas forcément limité sur le nombre de sondes, mais un nombre assez limité quand même de mesures possibles. Et encore une fois, il y a une certaine incertitude dans chaque mesure qui sont présentes. Et une dernière limite, c'est le coût de construction qui est relativement élevé. Alors là, ça va dépendre aussi de quel modèle on parle. Pour les maquettes qu'on va voir, qu'on a vu déjà un peu en introduction et qu'on va voir sur la slide suivante, c'est des maquettes assez grandes. Donc le coût de construction est assez élevé, ça prend du temps. Et également une rigidité du modèle. Une fois que la maquette elle est construite euh, et qu'on a passé, je sais pas, plusieurs journées à construire la maquette, ça va être certainement difficile de pouvoir modifier différentes géométries de la maquette, si on veut modifier un virage, par exemple, ou un bassin de dissipation. Voilà, il y a une certaine rigidité qui est présente. A contrario, si je résume rapidement la CFD, l'idée là, c'est peut-être pas de tout présenter, on en a déjà un peu parlé la dernière fois. La CFD, c'est un outil de modélisation numérique qui va représenter de manière très précise, détaillée et de manière dynamique l'interaction entre le fluide et son environnement. Ici, on a un exemple, donc comme je disais tout à l'heure, d'une maquette assez grande qui a été réalisé dans l'Iowa, et son jumeau numérique qui est présent à l'écran. Qu'est-ce que la CFD, encore une fois? Bon, c'est pas une solution magique, ça repose sur des concepts mathématiques qui ont été prouvés et éprouvés depuis de nombreuses années. C'est une solution numérique qui va résoudre en fait la conservation de la masse, la conservation d'énergie, la quantité de mouvement au travers notamment des équations de Navier-Stokes. Ce n'est pas les seules équations qui sont utilisées, évidemment, Euh, mais ça va, voilà. C'est les équations, on va dire, un peu gouvernantes, les équations de base euh, à la CFD. Comme petit rappel, oui, également du webinaire de la dernière fois, on avait parlé des modèles 1D, 2D, 3D. Euh, euh, qui sont relativement complémentaires. En fait, il faut les voir un peu comme une complémentarité. Ça va dépendre un peu de votre objet d'étude et de l'objectif. Quelques avantages du modèle 3D par rapport aux deux autres, c'est qu'il n'y a pas d'hypothèse de moyen-âge de profondeur. On a effectivement tous les phénomènes de convection qui vont être modélisés, tous les effets 3D également, qu'on va pouvoir prendre en compte. Également, les modèles 3D vont permettre de simuler les conditions hydrauliques complexes et aussi des problématiques qui nécessitaient jusqu'à présent des modèles physiques avec lesquels on peut comparer aussi avec leurs jumeaux numériques. Est-ce qu'il faut voir la CFD comme une pièce maîtresse du puzzle? À mon sens, oui. Si on réfléchit un petit peu au bagage de l'ingénieur hydraulique de nos jours, il va avoir d'une part la modélisation physique, on l'a vu, également les manuels de conception, et j'ajoute également tout l'état de l'art, tous les articles à disposition. Les modèles 1D, 2D, on l'a vu notamment la semaine dernière, également les modèles physiques. Euh, voilà, c'est un peu le bagage de l'ingénieur qui va pouvoir lui permettre d'effectuer des outils d'analyse, d'optimiser le design de ses constructions avant la construction réelle et pouvoir prédire également les performances hydrauliques, éventuellement anticiper certains phénomènes dangereux. Je pense ici à des inondations, des phénomènes de crue, etc. Pourquoi voir la CFD comme un laboratoire virtuel? C'est encore une fois, comme pour les modèles 1D, 2D, l'idée ici, c'est pas de dire que ça doit remplacer totalement la modélisation physique, mais il faut voir encore une fois comme un complément à cette modélisation physique. D'une part, la CFD va permettre de pouvoir faire des tests rapides et plusieurs tests, et j'ai bien marqué tests rapides au pluriel, on peut en faire plusieurs dans un temps assez restreint, assez court. Et donc, ouais, pourquoi pas faire plusieurs tests sur ordinateur et après valider avec une maquette finale, avec un modèle physique, si l'on souhaite. Comme on peut faire plusieurs tests rapides, on peut réduire les coûts, les délais de conception. On a également les effets d'échelle qui sont éliminés. Ils ne sont pas présents dans le modèle CFD. On peut directement construire notre modèle à l'échelle 1 et donc éliminer ces effets d'échelle. Euh,
Également, la disponibilité et conservation des données dans le temps qui est quasiment illimitée. Bon, il suffit juste d'avoir un disque dur et votre étude, vous l'avez de manière quasiment indéfinie. J'avais noté ce point dans le sens où la maquette, une fois qu'on l'a construite, qu'on a fait notre étude dessus, euh, bon, on a fait nos mesures et puis après, il faut démonter la maquette. Le laboratoire, si on l'a loué, il n'est pas à nous, il faudra le rendre. Et une fois qu'on a terminé l'étude, eh ben, on a juste les mesures qu'on a réalisées. Tandis qu'avec la CFD, voilà, encore une fois, si on a tous les résultats sur le disque dur, on peut, même quelques mois après, pourquoi pas, revenir dessus, faire d'autres mesures, ajuster, pourquoi pas le modèle numérique, etc. Justement, en parlant d'ajuster, ça montre qu'il y a une certaine flexibilité pour répondre aux contraintes de conception. Une réduction de l'incertitude également, dans le sens où avec le jumeau numérique, la CFD 3D, on peut en fait mesurer n'importe quelle quantité à n'importe quel endroit du domaine et à n'importe quel moment de la simulation. Euh, c'est voilà, à chaque cellule du domaine, on peut avoir n'importe quelle sortie qui est intéressante, que ce soit une donnée de vitesse, de pression, d'énergie cinétique, je ne sais pas, de turbulence aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est un avantage aussi assez intéressant. Euh, et oui, la CFD de nos jours, c'est devenu un outil vraiment rapide, simple à prendre en main. Ça va dépendre un peu de l'outil utilisé, mais dans l'ensemble, ça reste relativement simple et c'est facile, plus facile en tout cas que certaines approches d'analyse standard. Également, un point assez intéressant, on avait vu tout à l'heure que la modélisation physique, l'avantage était, je crois que ce que je vois. La CFD, on va pouvoir faire des animations, des vidéos qui sont, si on travaille un petit peu, qui peuvent être assez sympas. Euh, et ça a toujours un petit côté intéressant quand on parle avec les parties prenantes, avec les clients, avec les collectivités, etc. C'est toujours voilà, assez marquant, une vidéo bien post-traitée avec des jolis effets. Ça remplacera jamais un graphique ou un champ de vitesse, mais ça peut avoir son petit côté un peu catchy, un peu intéressant. Et donc voilà, tous ces points peuvent mener à des projets, à plus de projets dans un temps restreint et plus de projets réussis. Donc voilà, là c'était l'idée de présenter un peu les deux grandes parties. Et maintenant, on va essayer de voir comment mettre en place un peu cette complémentarité entre la CFD et les modèles physiques au travers de deux études de cas américaines. On va pouvoir déjà passer sur la première qui est le barrage de Santiago aux États-Unis. Le barrage de Santiago, il a été créé en 1930, dans les années 1930 en tout cas. Euh, Suite à une grosse crue, un gros épisode séminole dans les années en 1969, il a été légèrement endommagé et il y a eu une volonté de changer le coursier pour pouvoir améliorer un peu les performances hydrauliques du déversoir. Euh, donc ouais, le spillway, le déversoir existant, il montrait ici à l'écran, on voit avec les flèches en rouge. Et comme j'ai dit, l'objectif ici, c'était de pouvoir améliorer un petit peu les performances hydrauliques. Donc quelques contraintes un peu ce projet. D'une part, on a une empreinte qui est assez restreinte. On est dans une zone montagneuse aux États-Unis et on n'a pas une place illimitée. Donc on doit faire en sorte de pouvoir évacuer l'eau de manière efficace, mais en même temps avec une pente raide, donc éviter enfin, faire en sorte que l'eau ne prenne pas une énergie trop importante et qu'elle érode pas trop le terrain en aval. Justement, en aval, on a un faible niveau d'eau, donc pas de ressaut hydraulique ou assez peu de ressaut hydraulique à prévoir. Et donc, il faudra gérer aussi ce problème-là. Et également, on a un virage qu'on voit ici avec la flèche rouge, où il faudra éviter la remontée de l'eau, éviter certains débordements sur cette partie-là. Donc, quelques phases d'optimisation de la géométrie. D'une part, il y a un bassin la dimension, la forme du bassin de stabilisation en amont du coursier, et éventuellement, enfin, éventuellement le coursier également. Euh, et enfin, après le coursier, le bassin de dissipation qui va être très important, justement comme son l'indique, pour dissiper l'énergie, pour essayer de ralentir un peu l'eau. Euh, Plusieurs points à voir, la largeur, l'angle, la longueur, les extrémités, bon, la géométrie générale en fait de ce bassin.
Là où la CFD a été utile, ça a été de pouvoir, comme j'avais dit un peu en intro, tester différentes configurations en un temps assez court. Ici, on a trois géométries différentes avec trois débits différents. Et en testant, bon, il y a eu plus que 6 cas qui ont été simulés. Là, j'en ai mis que 6 à l'écran pour gagner un peu de temps. Mais le cas qui a été gardé finalement a été le cas ici au milieu avec l'étoile, qui présente les vitesses les plus faibles. Alors, on est en pieds par seconde, mais on est de l'ordre de 30 pieds par seconde et avec l'empreinte enfin, la plus petite possible. Donc voilà, la CFD ici a permis de pouvoir tester différentes configurations, retenir celle qui promet les meilleures performances hydrauliques. Puis ensuite, on a eu une validation de ce cas retenu avec un modèle physique à l'échelle 1/30e. L'objectif ici, c'était voilà, de valider la performance du bassin de dissipation et voir quel écart on est par rapport au modèle de CFD. Euh, Quelques images, ouais, de la maquette, quelques vidéos aussi. Ici, on a une vidéo du bassin de dissipation. On voit bon, voilà, l'énergie se dissiper. Si je passe au résultat directement, on voit qu'au niveau des courbes de tarage, on est très proche. On a un écart d'environ 3%. Les résultats CFD sont légèrement supérieurs, mais on reste conservatif, ce qui peut être un avantage. Mais on voit ici, voilà, sur les points qu'on match quasi parfaitement les résultats du modèle physique. Et d'un point de vue général, on voit aussi sur les vidéos une comparaison là qu'on a l'écoulement qui est très fidèle entre l'écoulement réel en laboratoire et l'écoulement simulé sur ordinateur. On peut passer maintenant aux deuxième étude de cas, étude de cas qui est assez intéressante, on va le voir, où dans ce cas, on avait 87 simulations à faire et une comparaison avec le modèle hydraulique. Avant de passer vraiment à cette étude de cas, quelques questions qu'on me pose assez souvent, c'est est-ce que c'est dur de faire la CFD? Combien de temps ça prend et combien de temps avant d'être vraiment efficace? Et quel matériel utiliser? Ça, c'est trois questions qu'on va pouvoir éventuellement répondre un peu dans cette étude de cas. Donc, on va les garder un peu à l'esprit. L'étude de cas, toujours aux États-Unis, c'est un barrage, encore une fois. Je ne me rappelle plus où il est le barrage. Il faudrait que je regarde. Mais bon, un barrage où cette fois, pour protéger un petit peu l'ouvrage hydraulique, enfin, l'exploitant a choisi d'ajouter un overlay, un recouvrement au niveau de la crête qu'on voit ici en jaune. Le problème, c'est que ajouter un tel recouvrement, ça va modifier les courbes de tarage. Donc l'objectif ici de l'étude a été de refaire justement ces courbes de tarage. On voit sur la gauche ici les courbes déjà existantes avec les différentes ouvertures de vannes et le trait-plein qui montre l'écoulement libre. Euh, Avec un modèle physique à l'échelle 1/50e, la courbe de tarage a pu être remise à jour. On voit notamment les points ici en rouge qui sont les nouveaux points, la courbe de tarage mise à jour, et les points en vert, les points qui étaient déjà existants. La question qu'on peut se poser, c'est en combien de temps on aurait pu faire ces étapes et avec quelle précision avec la CFD 3D. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Une approche de base, c'est ce qu'on fait enfin, quand on fait des simulations de service, c'est ce qu'on fait de manière assez régulière. Première étape, ça va être configurer le modèle initial, faire une première simulation, acquérir de la confiance dans les résultats, voir si on est éloigné ou non de la réalité, voir si on ne s'est pas trompé dans le setup, etc. Ensuite, développer une automatisation, on va le voir un peu plus en détail dans quelques slides, et enfin lancer tout ça sur une station de travail et puis juste attendre que les calculs se fassent. La configuration du modèle, on va peut-être pas rentrer trop dans les détails. L'idée, c'est juste d'importer la géométrie. Première étape, importer la géométrie, importer la vanne radiale, le recouvrement, le nouveau recouvrement de crête aussi qu'on a ajouté. Euh, Deuxième étape va être de définir le maillage. Donc, quand je dis maillage, c'est notamment les tailles de maillage, éventuellement créer notre stratégie de maillage. Donc, est-ce qu'on met des maillages imbriqués, essayer de faire en sorte que les transitions entre les maillages se déroulent correctement. Euh, et ce qu'il faut juste retenir ici, c'est que le maillage va forcément être modifié en fonction des conditions hydrauliques et en fonction de la hauteur de vanne.
Si on voit à l'écran, la hauteur de vanne, elle s'ouvre beaucoup plus haute. Il faudra pouvoir adapter le maillage de manière automatique. Enfin, voilà, les 3 points importants en CFD, hein, globalement, c'est importation de la géométrie, maillage, et enfin les conditions aux limites, conditions initiales. Moi, j'ai simplifié un petit peu le schéma ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une part, on a utilisé une condition de symétrie sur le côté du barrage pour pouvoir nous permettre de modéliser qu'une seule partie, qu'une seule moitié de la vanne. Donc ça permet de réduire le domaine et de gagner un petit peu de temps ouais, de coût de calcul. En entrée, en amont, on a une vitesse ou un débit avec une certaine hauteur d'eau. Et enfin, en aval, de l'autre côté de la vanne, on a un écoulement libre dans lequel l'eau va pouvoir s'écouler librement, comme son nom l'indique. Si on lance cette première simulation, on la pose-traite, on peut voir déjà d'une part les résultats, les champs de vitesse de l'eau autour de la vanne. On peut ainsi comparer. On a également le débit, on voit le graphe ici en bas à gauche, à droite de l'image de gauche. On voit le graphe ici, on peut donc sortir le débit et on compare ainsi avec le débit qui a été mesuré en modèle physique. On voit qu'on est très proche des données expérimentales, donc on est assez satisfait, on a confiance dans les résultats. Maintenant, la suite, ça va être de pouvoir faire tous les autres points, en fait, tout simplement. Donc les points, il y en a 87. Donc 87 simulations CFD. Pourquoi 87? Parce qu'on a 9 positions de vanne, 9 hauteurs de vanne. Et pour chaque position, on veut simuler la plage complète de la hauteur d'eau prévue. Quelques points à prendre en compte. D'une part, la rotation de la vanne, la hauteur d'ouverture, en gros. Les conditions limites, avec les hauteurs d'eau notamment, et comme j'avais dit, l'adaptation du maillage, que ce soit les tailles de mailles ou les transitions entre maillages et les maillages imbriqués. Et bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir post-traiter automatiquement tous les résultats et en fait avoir notre courbe de tarage qui est sortie de manière automatique. Si on le fait de manière à la chaîne, entre guillemets, en étant tout seul sur l'ordinateur, on estime qu'il y a environ 100 heures de travail qui est prévu pour un ingénieur. 100 heures, c'est assez grand et ça implique un risque d'erreur qui est quand même assez élevé. Euh, donc le principal défi, c'est pourquoi pas mettre en place, lancer, post-traiter ces 87 simulations et le faire de manière automatique avec notre outil Flow 3DX. On va pouvoir le voir juste après. Euh, Deuxième défi, ça va être le temps de calcul. Effectivement, 87 simulations, je ne vais pas vous vendre du rêve. En CFD, ça peut prendre du temps. Donc, quelles sont les stratégies mises en place pour pouvoir limiter justement ce temps de calcul? Donc justement, Flow 3DX, c'est notre outil d'optimisation et d'automatisation interne qu'on a développé ici en Italie, d'ailleurs, il y a quelques années. Euh, pour faire simple, on va avoir 2 nœuds d'entrée ici, avec d'une part là, les différentes hauteurs d'eau qu'on veut simuler. Ici, ça va être le nœud avec les différentes hauteurs de vannes qu'on veut simuler. Et voilà, ces plusieurs paramètres vont être intégrés dans le nœud de Flow 3D. Il y a aussi une petite étape intermédiaire avec un classeur Excel qui va venir calculer en fonction des hauteurs de vannes les tailles de maillage et les transitions entre les maillages. Bon, en tout cas, une fois qu'on a ces différentes données d'entrée, on va les donner au nœud du solver CFD. Il va les calculer. Le nœud ici en rose, violet qu'on voit, ça va être le nœud de post-traitement. De manière automatique, il va sortir les vidéos ou les images qu'on a choisies en amont. Et enfin, on peut sortir donc le débit moyen, enfin, le débit simulé, et également le temps de simulation si on veut faire des stats. Ce qu'il faut juste retenir en tout cas, c'est qu'on a de manière automatique le graphique qui est généré avec directement la courbe de tarage pour nos 9 positions de vanne et pour de la hauteur d'eau complète, la plage entière d'auteur d'eau. Également, on a ici ce qu'on appelle la table de population, où on va avoir les différentes hauteurs de vannes, les différentes hauteurs d'eau également, et ici la colonne avec les débits enregistrés. On peut bien sûr extraire ces données, et puis voilà, l'extraire pour l'envoyer, pourquoi pas, à nos clients, etc. Maintenant, la question, c'est lancer des simulations
deux stratégies qui peuvent être possibles. On a d'une part un PC de bureau. Alors là, j'ai mis les caractéristiques de notre ordinateur le plus puissant ici à Côme. Euh, bon, comme j'ai dit, on est amené à faire des services de simulation. Là, donc notre ordinateur le plus puissant qui a un 16 cœurs équipé d'une puce AMD. AMD qui est assez récente, je ne saurais pas dire l'année, mais assez récent, il y a un an ou deux, pas beaucoup plus. Et on peut comparer ça avec un serveur HPC de 192 corps, toujours avec une puce AMD. Euh, Si on fait une simulation, enfin la durée moyenne, pardon, d'une simulation sur 13 cœurs, on est de l'ordre de 2 heures, 2 heures 3. Je rappelle qu'on a 87 simulations. Si on fait 87 fois 2 heures, on va arriver à environ 8 jours de simulation. Donc, est-ce que c'est bon pour une entreprise ou pas? Ça va dépendre forcément de vos ressources et de ce que vous pouvez vous permettre. Une autre solution, c'est de le faire sur le serveur HPC. Euh, Si on divise les 192 cœurs par 12, enfin, si on lance 12 simulations en parallèle sur 16 cœurs, on peut réduire ainsi le temps de simulation jusqu'à 16 heures, c'est-à-dire un peu plus d'une demi-journée, en tout cas moins de 24 heures. En moins de 24 heures, on a fait nos 87 simulations, ce qui est imbattable et ce qui peut être assez intéressant si on a d'autres projets en cours. Et comme on l'a vu, tout ça s'est lancé directement via Float3DX. L'ingénieur, concrètement, il fait la première simulation, il regarde si les résultats sont cohérents, il crée l'automatisation. Encore une fois, c'est quelques nœuds avec un tableur Excel au milieu. Et puis après, il clique sur Entrée et les calculs se déroulent de manière automatique. Si je résume un petit peu et on refait un point aussi sur les résultats, on a une excellente concordance entre les débits mesurés en laboratoire et les débits CFD. Encore une fois, alors c'est une coïncidence, mais on est de l'ordre de 3% des débits, enfin 3% d'écart. On a réussi à réduire de manière significative les nombres d'heures de travail. Grâce au HPC, d'ailleurs, on a pu passer de 8 jours à 16 heures. Si on calcule un petit peu le serveur HPC, le cloud, si on avait utilisé un serveur cloud, par exemple, on aurait pu être autour de 2000 euros de coût. Et tout ça, ça promet des perspectives très prometteuses pour l'automatisation et l'optimisation, et avec de nombreux cas potentiels. On a également inséré un tableau pour essayer d'estimer les coûts, les coûts entre le laboratoire et la CFD. Euh, ce que je vous encourage à retenir, c'est surtout le temps passé en laboratoire. L'étude qui a été faite en laboratoire, elle a été de environ un mois, 31 jours. L'étude CFD, entre le modèle physique et l'automatisation, le post-traitement du premier modèle physique d'ailleurs, et attendre les résultats, il y en a eu pour 4 jours. Euh, Après, on a essayé d'estimer un petit peu avec le taux horaire européen, je crois. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en réduisant de un mois de travaux à 4 jours, même une semaine de travaux, l'entreprise économise beaucoup, beaucoup d'argent en tout cas. Donc, on l'avait dit en introduction, c'est aussi sur la slide ici, grosse réduction de temps, grosse réduction de coûts. Donc ouais, la CFD en laboratoire virtuel, comme on l'a vu, ça promet une certaine précision, une grosse flexibilité. Si on veut tester, encore une fois, différentes hauteurs de vannes, on peut le faire. Euh, Si on veut tester différentes configurations du coursier, c'était le cas de la première étude de cas, on peut le faire également. Bref, grosse flexibilité et encore une fois, c'est quelques clics pour changer tout ça. Une certaine versatilité. Alors, on avait ce débat avec Philippot, la différence entre flexibilité et versatilité. Versatilité, ça concerne les domaines, j'ai appris ça. Donc, bon, on peut appliquer en tout cas la CFD à différents domaines, que ce soit le domaine hydraulique pour les barrages, pour les coursiers, pour les réseaux d'assainissement. On n'a finalement pas beaucoup parlé, mais les courbes de tarage peuvent être utiles pour les déversoirs d'orage, notamment, essayer d'anticiper les trop-pleins dans les réseaux d'assainissement en cas de crue ou de fortes précipitations. Réduction des incertitudes. Euh, Réduction des risques, forcément, si on a une certitude qui est un peu moins élevée, on a une réduction de risque. Temps et coût, j'en ai déjà parlé, pas d'effet d'échelle. Et encore une fois, l'idée n'est pas de dire qu'il faut absolument utiliser la CFD et oublier tout le reste. C'est plutôt de voir comme une complémentarité entre toutes
les approches de modélisation, que ce soit avec les approches numériques, comme on avait parlé il y a quelques semaines, ou avec les modèles physiques, comme on a vu dans ces deux des études de cas. Et également une communication efficace. J'en parlais, on a un exemple ici à droite avec du sediment score de l'érosion autour d'un pilier de pont. Voilà, une animation un petit peu assez bien travaillée, c'est toujours peut-être un peu plus parlant que juste des graphiques, ou voilà, ça peut attirer un petit peu l'œil. J'avais rajouté cette diapositive ce matin pour être sûr de ne pas oublier. On vous donne rendez-vous à partir du 20 avril, donc à la fin de ce mois, pour vous proposer une formation accélérée au logiciel Flow 3D Hydro, vous montrer comment prendre en main ce logiciel avec une étude hydraulique. Et cette fois, on propose un format un petit peu inédit. Euh, donc voilà, je sais pas à quel point j'en dis ou pas, mais ça sera pas forcément sous la forme d'un webinaire, mais il faudra s'inscrire. Donc on vous enverra, je pense, le lien avec le replay de ce webinaire, le lien d'inscription. On vous encourage à vous inscrire. Si vous voulez découvrir un petit peu voilà, comment prendre un peu en main ce logiciel et pourquoi pas discuter aussi avec notre équipe technique. On va pouvoir voir ça, tout ça à la fin du mois. Et donc, bah, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à écrire dans la zone Q&A si vous avez des questions. Je vais essayer de l'ouvrir d'ailleurs, la zone Q&A en direct. Voilà. Non, pour l'instant, je vois pas de questions. C'est en train de charger. Euh, non, pas de questions. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence. Comme j'ai dit, je vous donne rendez-vous fin avril, à partir du 20 avril pour ce nouveau format avec une prise en main du logiciel, une formation un petit peu accélérée à la CFD et bon, à Flow 3D Hydro, entre autres, parce que c'est le logiciel qu'on utilise. Euh, et puis, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez un projet pour lequel vous vous posez la question de est-ce que ça pourrait être intéressant d'utiliser la CFD ou non. Euh, L'idée de vous conseiller, enfin, on peut largement vous conseiller euh, sans forcément vous pousser vers la CFD de manière aveugle. Et puis voilà, je meuble un peu pour terminer, mais bon, encore une fois, merci beaucoup. Puis je vous dis à la prochaine fois et n'hésitez pas à me recontacter. Voilà, à bientôt.